Nous ce soir Charles Wachetine, porte-parole du Palika. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. On vient de le voir, une mise en retrait du FLNKS. Donc, pouvez-vous ce soir clarifier votre position? Est-ce que le Palika fait toujours partie du FLNKS? Dans la mesure où nous n'avons nommé personne au sein du bureau politique du FLNKS, nous considérons que nous sommes effectivement en retrait. Alors, je viens d'entendre à l'instant la déclaration du secrétaire général de l'Union calédonienne qui considère que le FLNKS est incontournable. Effectivement, dans l'histoire, s'agissant notamment de la reconnaissance du peuple kanak, de l'histoire de son combat pour l'indépendance, c'est le FLNKS qui l'a fait connaître à la fois en France, mais aussi à l'extérieur. Et c'est le FLNKS qui également a pu obtenir auprès de l'ONU l'inscription de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la liste des territoires non autonomes. C'est également au nom du FLNKS que Jean-Marie Tjibaou, en 1986, a déposé la constitution du futur kanak. Donc, ça, c'est de l'histoire. 40 ans après, il y a eu, je vais dire, de l'eau à couler sous les plombs. On a pu engranger un certain nombre de choses dans le cadre notamment du processus de décolonisation qui permettent notamment au peuple kanak et aujourd'hui aux citoyens, puisqu'on a considéré qu'il faut ouvrir cet espace, ce droit à la décolonisation également aux autres peuples. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus que 4 compétences à aller chercher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous reveniez sur cette décision? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Aujourd'hui, il y a 2 chantiers qui sont ouverts. Donc, on considère qu'il faut aller au terme du processus de décolonisation. Moi, je rappelle que le Palika était, au moment de la création du Front, était membre. Aujourd'hui, c'est 40 ans. 40 ans, donc, des acquis ont pu être engagés et engrangés notamment avec le concours du Front. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on note, c'est que le Front, dans son organisation, le Front, dans sa stratégie, ne répond plus à ses missions et surtout verse d'une certaine manière dans des méthodes qui sont condamnables. Aujourd'hui, c'est le populisme qui prévaut. Aujourd'hui, et on a vu ce qui se passe, c'est que le FLNKS n'est plus crédible auprès notamment de ses interlocuteurs. Trop de différences donc entre vos visions. Comme l'UPM, vous proposez que l'UNI soit une alternative. Est-ce que l'UNI vous semble aujourd'hui plus légitime que le FLNKS? Depuis un moment, s'agissant des discussions notamment avec l'État, je pense que c'est une priorité. La décolonisation doit se faire en priorité dans le cadre des discussions avec la puissance de tutelle, en l'occurrence l'État. Donc nous avions jusqu'ici privilégié, puisqu'il y a eu déjà des temps où on part en format Union nationale pour l'indépendance. Ça vaut pour les discussions sur l'avenir institutionnel, comme ça vaut également sur un certain nombre de sujets. Et donc, il y a cette mise en garde de l'UC, on l'a entendu, le FLNKS est présenté comme incontournable. Quelles sont les conséquences, justement, pour les discussions à venir? On continuera à porter notre voix dans le format que l'on a indiqué. On continuera également donc, à être présent. Et vous aurez noté dernièrement dans les instances internationales et précisément sur la question des relations extérieures. Aujourd'hui, le gouvernement donc également intervient dans ce cadre-là. Donc les relations internationales ne sont plus l'apanage du FLNKS, du fait notamment donc, des possibilités ouvertes, notamment par l'accord de Nouméa, qui donne à la Nouvelle-Calédonie, dans sa représentation en tant que pays, de traiter de cette question. Donc il faut se saisir de ces opportunités pour faire valoir, tout au moins, et nous le disons, notre vision s'agissant de l'avenir du pays. Donc l'autre actualité de la semaine, Charles Wachetine, c'est la fin de la visite parlementaire avec les mots de souveraineté partagée qui ont été prononcés. Le Palika appelle de son côté à un projet de pleine souveraineté en partenariat. Quelle est la différence? Alors j'avais entendu le ministre donc évoquer donc le sujet, un partenariat, enfin une indépendance, enfin
partagée. Oui, souveraineté partagée, tout à fait. Souveraineté partagée, du Sénat. Qui prend d'une certaine manière la forme d'une certaine autonomie étendue, puisqu'il parle d'une souveraineté partagée. Ça peut être interprété différemment, selon... Mais dans tous les cas, je crois que le mot est lancé, nous on l'appréhende comme tel. Jusqu'ici, à aucun moment on a entendu les représentants de l'État s'avancer dans ce sens-là. Donc on croit relever qu'il y a un cheminement qui s'est opéré. Jusqu'ici, il y a une forme, j'allais dire, d'obstruction. À aucun moment on a ouvert cette possibilité dans le cadre du processus de décolonisation, à cette possibilité-là. Donc, on note qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a jeté un pavé dans la mare, la discussion nous le dira, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut saisir cette possibilité pour qu'on avance dans le cadre de la décolonisation du pays. Mais justement, vous parlez de partage de compétences avec des conventions de partenariat. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui existe aujourd'hui, finalement, avec de nombreuses compétences déjà transférées? Absolument. Il faut simplement aller au terme de ce processus de transfert de compétences. Je rappellerai simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à aller chercher les compétences qui étaient logées à l'article 27, les compétences dites régaliennes, et ça peut faire l'objet de conventions partenariales qu'on devra inscrire dans le cadre d'un calendrier. Donc, nous, on souhaite que les discussions s'ouvrent assez rapidement pour qu'on puisse, ensemble, à la fois avec l'État, mais aussi avec les partenaires locaux, donc sur ce calendrier et surtout sur le calendrier lié au transfert des compétences. Alors, parlons du calendrier justement des prochains mois. C'est désormais acté, les élections provinciales doivent avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2025, ce qui laisse moins de 5 mois pour trouver un accord global qui intègre la question du corps électoral. C'est possible, selon vous ? Il faut être optimiste. Je crois que le temps est compté. On a tout au moins la chance d'avoir déjà une indication s'agissant du calendrier. Donc, on va essayer de travailler dans le cadre de ce temps, entre le mois de novembre et novembre l'année prochaine, à la fois pour ouvrir la séquence des discussions sur l'avenir institutionnel et surtout également pour la mise en œuvre de ce qui est aujourd'hui décliné dans le plan S2R. On va y revenir, mais est-ce que ça risque pas de mettre de la pression finalement sur ces discussions en cours ? On a plutôt intérêt à y travailler. Ça fait plus de 40 ans qu'on avance et on pense qu'avec un nouveau gouvernement qui est plus enclin à entendre ce que veulent les Calédoniens, on l'a vu notamment à travers les déclarations à la fois du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Donc on voit qu'on renoue avec les méthodes qui ont présidé à la mise en œuvre des accords et qu'il y a une volonté affichée pour aider notamment la Nouvelle-Calédonie dans cette période un petit peu compliquée. Il nous reste très peu de temps, ce sera notre dernière question. Donc, parmi les urgences, il y a aussi la reconstruction. Il y a quelques heures, nos confrères de Ouest France ont publié un article avec la présidente de l'Assemblée nationale qui plaide pour une aide massive d'urgence. Une délégation du gouvernement est également à Paris pour défendre le plan PS2R. Est-ce que vous êtes confiant sur cette question? Je pense que il y a l'urgence. Donc, effectivement, on peut saluer s'il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens-là en termes d'aide, mais moi, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille à la refondation d'un nouveau modèle. Il ne s'agira pas de reproduire le modèle existant, parce que l'intérêt de ce qu'on a vu le 13 mai, c'est qu'au moins, il aura révélé une chose, c'est que notre système n'est pas bon. Même s'il y a eu le développement donc au travers des désaccords, etc., mais ce développement n'aura pas profité à une majorité de Calédoniens, quand c'est aujourd'hui un seul chiffre. Il y a un cinquième des Calédoniens qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc il ne faudra pas reproduire le système que l'on connaît aujourd'hui, fondé sur une forme de dépendance à l'égard des transferts de l'État et du tout nickel. C'est noté, Charles Ouachetine. Il est déjà temps de passer aux questions Facebook donc des Calédoniens. Première question, considérez-vous qu'une ethnie, peuple premier, doit avoir plus de droits que les autres communautés vivantes en Calédonie? Je crois que l'histoire de notre pays fait dire que on doit composer avec les éléments de notre histoire. Le peuple kanak s'est battu pour affirmer ses droits, reconnus comme tels.
Et dans le combat qu'il porte pour l'indépendance du pays, il a ouvert ses droits aux autres communautés. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un chantier qu'il faudra ouvrir, c'est la construction de la citoyenneté qui, elle, va préfigurer de ce que sera demain la nation de Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Dernière question, que pensez-vous du référendum d'autodétermination proposé par le Sénat coutumier dans 5 à 10 ans? Il y a un processus aujourd'hui qui est ouvert, il faut simplement qu'on y travaille. Un référendum, pourquoi pas, 5 à 10 ans, je pense que dans les discussions politiques déjà aujourd'hui engagées, on s'achemine vers ça. On se rappelle qu'à une certaine période, certains d'ici plaident pour que le référendum d'autodétermination soit renvoyé à 50 ans. Donc depuis, je pense que tout le monde a mis de l'eau dans son vin et aujourd'hui on se rapproche plus vers cette, on va dire vers ces 10 années. Charles Ouachetine, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir. On retiendra donc en effet votre mise en retrait du FLNKS. Merci beaucoup. Merci.